Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Pépinière Lamine Coulibaly de Kaolack, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 3 mars 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Vulgarisation de la nouvelle loi pharmaceutique, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique sensibilise les acteurs à travers d'une session de formation organisée à Kaolack. Le directeur des affaires juridiques de l'ARP que vous entendrez. L'association pour le soutien aux enfants défavorisés ont fait un don de vivres, de produits d'entretien aux enfants de la pépinière Lamine Coulibaly de Bongré. Le compte rendu d'Aline Badara Diop. Tabagoy, les populations s'insurgent contre l'attitude et les conduites inappropriées de certains agents de la police dans les heures nocturnes non tardives au profit de leur espace public. En seconde partie, vous aurez la page internationale, l'actualité sportive et la revue des quotidiens qui mettront au terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Kodou Sek Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre. Tabangoy, dans la commune de Kaolack, les populations déploraient les conduites inappropriées de certains agents de la police par rapport à leur fréquentation des espaces publics dans des heures nocturnes non tardives au profit de leur espace public. Aliou Cham, responsable des jeunes de Tabangoy, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Aujourd'hui, nous faisons face devant l'opinion régionale et nationale d'une situation illégale, d'une mauvaise pratique que la population de Kaolack, surtout celle de Tabangoy, reste toujours confrontée dans les heures nocturnes non tardives au profit de leurs espaces publics, à savoir les bancs publics se trouvant dans les deux voies de Niary Tally. Cela étant une pratique abusive des policiers toujours en civil qui viennent au niveau de cet espace public pour embarquer toutes les personnes qui s'assoient sur les bancs d'une manière illégale dans les heures 20h, 21h, 22h et 23h. Chose que nous mettons un cri de cœur devant les autorités compétentes, à savoir les commissaires de police centrale et Ndorong, afin que cette illégalité cesse et s'arrête définitivement, car les espaces publics appartiennent au public, plus précisément à la population. Connaissant bien nos droits, il n'y a aucun texte de loi qui interdit d'user les espaces publics dans le respect des règles établies, à moins qu'il y ait un outrage public à la pudeur prévu par l'article 318 du Code pénal. Encore une fois, nous posons cette doléance au commissaire de police de Kaolack. À du mois de Ramadan et connaissant bien la chaleur que donne Kaolack, les populations, après leur rupture du jeûne, préfèrent gagner ces espaces publics de tous bords pour profiter de l'air pur ou même faire la détente. Donc nous disons stop, stop et encore stop à ces embarquements injustes et illégaux de la part des policiers en civil au détriment des populations. Que ça cesse automatiquement, sinon nous allons poursuivre notre doléance auprès de la plus grande autorité, à savoir le procureur, pour que ça s'arrête. Donc et nous ouvrons une perspective en disant, si on nous embarque à la police sur le simple fait qu'on s'assoit sur les bancs publics, alors à quoi bon de les mettre? Aliou Cham, il est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. À l'issue de la rencontre tripartite, le secrétaire général du SADEF, Mbaye Sarr, estime pour asseoir un dialogue social fécond dans le système éducatif, il faut d'abord s'attaquer aux maux qui gangrènent l'enseignement en général. Mbaye Sarr, le secrétaire général du SADEF. Suite à la rencontre tripartite, gouvernement, syndicat, patronat, nous au SADEF, nous saluons effectivement cette initiative prise par le gouvernement d'organiser ce grand espace de dialogue social inclusif avec les acteurs sociaux et les patrons. C'est un moment important pour construire la confiance qui, comme vous le savez, est le soubassement du dialogue social. Cependant, nous enseignants, nous sommes quelque peu restés sur notre faim, car nous estimons que pour asseoir un dialogue social fécond et durable dans le secteur de l'éducation et de la formation, on doit d'abord s'attaquer aux maux qui gangrènent le système éducatif et qui hypothèquent sérieusement la carrière des enseignants, notamment les lenteurs administratives, le déficit du personnel enseignant, la retraite à 65 ans, mais aussi et surtout la lancinante question de la pension des enseignants décisionnaires à la retraite. Il nous faut des réponses justes, immédiates, nettes et claires à ces questions. Et si des mesures efficaces ne sont pas prises pour régler ces questions, il sera évidemment difficile de construire la stabilité dans l'espace scolaire qui, comme vous le savez, reste et demeure un élément essentiel du dialogue social. Et pour aboutir à un pacte social durable dans notre pays, nous estimons que le gouvernement devrait d'abord procéder par l'établissement des pactes sociaux sectoriels avant d'aboutir à un pacte social durable sur le plan national. Mbaye Sarr, lors du dialogue social,
À Kaolack, l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a organisé une session de formation dédiée à la vulgarisation de la nouvelle loi pharmaceutique. Le directeur des affaires juridiques, Pape Malick Dia, a expliqué que les échanges contribueront à réduire les erreurs professionnelles constatées dans le secteur. Cet atelier revêt une importance capitale pour nous, ARP, en tant qu'autorité de réglementation. Alors, comme vous le savez, l'ARP a été créée en 2022. Depuis sa création, elle est en train de faire un travail remarquable du point de vue de la réglementation des médicaments, des autres produits de santé et de la pharmacie. Alors, vous le savez, donc, en 2022, il y a la création de l'agence et en 2023, il y a aussi l'adoption de la loi relative à la pharmacie, aux autres produits de santé et aux médicaments. Alors, nous sommes donc aujourd'hui à Kaolack pour partager avec les acteurs sur la loi. Alors, comme vous le savez, quand une loi est adoptée et promulguée, les citoyens ont besoin d'être informés. Et au Sénégal, nous savons que l'information n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de se déplacer auprès des acteurs. Quand je dis acteurs, ce sont les acteurs de la gouvernance sanitaire. Je pense aux médecins, je pense aux pharmaciens, je pense aux prestataires, aux élus locaux, de même que les bailleurs locaux. Donc l'objectif de cet atelier aujourd'hui est de partager, de rendre compréhensible pour les acteurs. Et comme vous le savez, le médicament aujourd'hui revêt aussi une importance primordiale pour la santé des populations. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec les médicaments. Et comme vous le savez, aujourd'hui dans la presse, on nous a relaté beaucoup d'informations contre l'utilisation pour certains produits utilisés par les charlatans, mais aussi par d'autres personnes. Donc notre rôle, nous, c'est de vulgariser cette loi-là, de permettre à ces gens-là de savoir qu'aujourd'hui, il y a une réglementation. Et l'objet de cette réglementation, c'est quoi? C'est de permettre aux uns et aux autres vraiment de pouvoir avoir une idée de la loi, du dispositif qui a été mis en place. Nous savons que Kaolack est une ville carrefour, donc Kaolack est une ville, ça tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, au niveau de l'ARP, nous sommes en train de déployer une stratégie qui nous permet vraiment de faire un maillage. Aujourd'hui, donc, des stratégies sont en train d'être réfléchies au niveau de cette agence et des mesures sont vraiment prises pour que justement d'ici le moyen terme, vraiment des actions concrètes vont être menées dans le sens de lutter contre le trafic illicite de médicaments. Pape Malick Dia, directeur des affaires juridiques de l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Cette session s'est déroulée à Kaolack. Selon le secrétaire au conseil départemental de Kaolack, Abdou Hakim Ndour, l'objectif de cet atelier est de partager avec les acteurs afin de rendre compréhensible la loi au bénéfice des populations. Notre observation elle est positive, parce que qui dit collectivité territoriale dit décentralisation. Donc notre rôle c'est de relayer l'État au niveau des populations, au niveau de la base. Donc à ce titre, nous saluons vraiment cet atelier qui a pour objectif de vulgariser la loi 2023 sur les médicaments. Donc à ce titre, notre objectif c'est que les médicaments soient sûrs, réglementés, accessibles, mais aussi abordables sur le plan du prix pour les populations de base. Donc c'est ce qui est important pour nous. Parce que les malades, il faut qu'ils se soignent. Mais quand les prix des médicaments sont chers et qu'il n'y a pas la sécurité, les gens sont obligés de passer à côté pour prendre la pharmacopée ou bien les médicaments de la rue. Et ça, c'est pas sûr pour nos populations. Donc si on vient aujourd'hui vulgariser une loi qui permet la protection de ces médicaments, permet aussi de rassurer les populations, je pense que c'est une loi qui est la bienvenue au niveau des populations et au niveau de la base. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 3 mars 2025, l'info se poursuit sur la référence. Les responsables de l'association pour le soutien aux enfants défavorisés ont fait vendredi un don de vivres, de produits d'entretien et d'autres articles pour les enfants de la pouponnière Lamine Coulibaly. Et cette action entre dans le cadre d'une campagne de solidarité. L'association pour le soutien aux enfants défavorisés est venue en aide à la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré en denrées de première nécessité. Le vendredi dernier, Ousseynou Djei est le président de l'ACED. Nous sommes là à la pouponnière de Lamine Coulibaly, remettre des produits tels que des couches, du sac de riz, de l'huile, du lait, tout ce que les orphelins ont besoin, raison pour laquelle nous sommes là. Bien sûr, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est là. On est venu la semaine passée pour voir la situation que vivent les orphelins qui sont ici. Donc après la rencontre avec la directrice, elle m'a expliqué beaucoup de problèmes qu'elle rencontre ici. Donc c'est des problèmes qu'on doit remettre en cause, qu'on doit aussi régler. Et on fait appel aussi à l'État vraiment à venir apporter leur soutien, leur subvention aux pouponnières telles que Lamine Coulibaly. Geste bien apprécié par la directrice de la pouponnière Lamine Coulibaly, cette contribution va participer aux conditions de vie des enfants. L'association ACED ñëw fi indi ñu li nga xam ne moom la xale yi soxla dëgg yàlla
dañ si sant yàlla parce que fii ñu nekk nii dimbali doomu aadama yi la ñuy dundalee xale yi. Occasion saisie par la directrice de lister quelques problèmes auxquels ils sont confrontés. jafe-jafe de mooy daal di soxla meew surtout meew premier à deuxième à troisième âge loolu soxla nañ ko loolu ak médicaments yi nga xam ne xale yi dañ koy soxla ndax tout le temps xam nga rek dañuy xiiboon feebar boobu tamit médicaments yooyu soxla nañ ko si kaw difficulté yooyu tamit soxla nañ kër goo xam ne tamit ñoo ko moomal suñu bopp. L'association pour le soutien aux enfants défavorisés œuvre dans divers domaines. Ses membres interpellent l'État pour qu'il vienne en aide aux pouponnières, surtout celle de Kaolack Ndangan. L'association compte élargir ses dons au niveau des établissements scolaires avec des kits scolaires, selon le président de l'ACET, Ousseynou Dieye, qui demande à l'État de les accompagner. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. Nous n'arrêtons pas là pour des pouponnières, non. Notre travail aussi ne s'arrête pas ici. Donc nous sommes aussi dans le domaine de l'éducation. Donc on rencontre souvent des enfants qui nous rencontrent des situations que vivent leurs parents. Donc c'est à nous de les offrir des kits de fourniture scolaire, des produits qui leur permettent de continuer bien leurs études. Donc raison pour laquelle je lance appel à toute la population, surtout à l'État, de nous soutenir, de nous accompagner pour que nous puissions vraiment relever les défis. Bien sûr, nous rencontrons tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Bon, c'est des choses qui nous interpellent tous les jours. Donc vous voyez des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Peut-être ils n'ont pas la bonne communication. Donc c'est à l'État aussi de communiquer sur ça, d'organiser aussi souvent des audiences foraines pour permettre à ses parents de bénéficier de ces soins. À l'instant, le président de l'ACET, Ousseynou Dieye, renouvellement des instances de l'Agroprov, une association de producteurs et d'éleveurs qui a tenu son assemblée générale. Le premier vice-président Cheikh Dieng en a profité de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, c'est notre assemblée générale pour le renouvellement de nos instances. Tout Kourel a droit de renouveler ces instances. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Agroprov, comme l'a dit le président, Agroprov, c'est une association d'éleveurs, de producteurs. C'est l'association de GIE pour la production de vin. Nous activons dans le domaine de l'élevage, surtout en mouton. Mais nous avons aussi d'autres domaines comme l'agriculture. Nous faisons aussi le commerce, la commercialisation du bétail, l'opération Tabaski, pour doter les gens des moutons de qualité pour la Tabaski. On a eu des difficultés parce que nous n'avons pas de matériel pour cultiver assez. Nous avons eu des partenaires de l'AVEM qui nous avaient doté de tracteurs, mais c'est des tracteurs de deuxième main. On a eu beaucoup de difficultés. Les tracteurs sont rentables, mais on a eu beaucoup de difficultés sur les charges, les réparations et autres choses. C'est pourquoi nous demandons au nouveau gouvernement de nous doter des tracteurs neufs pour pouvoir vraiment impulser l'agriculture et l'élevage. Nous n'avons pas de problème de foncier. Nous avons de vastes terres. Notre problème, c'est le matériel. On a eu l'occasion d'avoir une émission au Bénin, mais on a vu un exemple au Bénin que le gouvernement bénin a fait. Il a signé une convention avec une société qu'on appelle la Sonama, qui est une usine de montage de tracteurs. Il les dote au Kima de Bénin et ces tracteurs-là sont géolocalisés et pour faire les activités. À tout moment, le promoteur pourra voir là où se trouve le tracteur. Alors qu'au Sénégal, il donne à n'importe qui des tracteurs. Les tracteurs font des détournements de visite. Au lieu qu'on les fait utiliser pour l'agriculture, on les utilise à d'autres fins. Alors que le gouvernement doit doit avoir un œil sur cela et voir des organisations comme l'Agroprov et leur doter de matériel pour qu'ils puissent impulser l'agriculture pour que l'autosuffisance alimentaire doit naître. Nous devons cesser d'importer de la nourriture. On a eu la potentialité. On devait les exploiter. En tant que partenaire technique de l'Agroprov, le DER de Kaolack, Moussa Ndiaye s'en est félicité et revient sur la mise en place de la loi agro-silvopastorale et halieutique par l'État du Sénégal afin que les organisations aillent à la mécanisation de l'agriculture. Ma présence, on nous a conviés, nous, partenaires techniques, à venir accompagner Agroprov dans cette assemblée générale de renouvellement et en même temps donc les écouter dans leur noble mission qui est vraiment d'aider les acteurs de base dans la filière de l'élevage et aussi dans l'agriculture. Et ensuite, il faut noter qu'ils ont vraiment magnifié quelque chose, c'est-à-dire l'accompagnement des services techniques par rapport à leur programme de développement, surtout l'accompagnement en ce qui concerne le matériel agricole, le matériel lourd, les tracteurs et autres. Ils nous ont même incité à les accompagner davantage pour qu'in fine, ils puissent obtenir vraiment des matériels modernes pour pouvoir vraiment mener leurs activités dans l'agriculture. Il n'y a pas beaucoup de doléances. Une seule doléance, c'est-à-dire leur matériel agricole est vétuste et ils veulent un accompagnement de l'État pour un matériel moderne. C'est la seule feuille de route qu'ils nous ont donnée. Et par là aussi, nous magnifions vraiment ce qu'ils ont dit. Ça est en étroite collaboration avec le programme du gouvernement qui veut que les
organisations aillent à la mécanisation de l'agriculture. Donc l'État actuellement a mis sur pied ce qu'on appelle la loi d'orientation agro-silvopastorale. Ceci a fait que la fois passée, même pas un mois, on a eu vraiment des ateliers ici au niveau de Kaolack pour rencontrer les acteurs de base, pour que chacun puisse dire son mot, pour que in fine on obtient vraiment une loi agro-silvopastorale qu'on va proposer au niveau de l'Assemblée qui finalement va résoudre le problème qui existe entre éleveurs et agriculteurs. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Développement du tourisme, une rencontre du PCA de la SAPCO était une occasion de passer en revue l'ensemble des questions liées au développement de ce secteur, l'insertion des étudiants après leurs études. Doudou Nyanya Diop, PCA de la SAPCO, que je vous propose d'écouter. L'agriculture à l'intérieur des zones des terres de Mbour, en passant par Ndiaganyao, c'est une commune qui fait partie parmi les 16 collectivités locales que compte le département de Mbour. L'agriculture a connu une remarquable réussite au cours de la campagne de 2022 à 2023. Enregistrant une production céréalière de 48 000 tonnes, selon les informations fournies par M. Cheikh Ndiaye, qui se trouvait être en son temps le chef de service départemental de développement rural, SDDR. La pêche qui occupe une place importante dans l'économie sénégalaise, mais surtout dans le département de Mbour. Parce que quand on parle du département de Mbour, on sait que la pêche joue un rôle extrêmement important. Nous qui habitons dans le quartier de Tefes, nous en savons quelque chose. Quand on parle de Mbour, on parle de Joal, on parle de Ndayan, on parle de Popenguine, on sait que la pêche joue un rôle extrêmement important. Nous avons enregistré 138 000 tonnes de poissons en 2019. Nous avons enregistré 138 000 tonnes de poissons dans le département de Mbour pour une valeur de 53 milliards de francs CFA. Donc, la pêche joue un rôle extrêmement important. La majeure partie des populations, les jeunes, les femmes, y voient leur compte. Le tourisme, qui est un secteur clé, qui joue un rôle extrêmement important, non seulement dans l'économie, qui occupe la deuxième place après la pêche au niveau du Sénégal. Le principal problème se situe dans l'économie du tourisme et c'est ce qui gère le tourisme pendant un demi-siècle. Nous avons toujours les mêmes problèmes, les mêmes mots qu'on range dans les tiroirs. C'est pourquoi j'ai dit que ceux qui gravitent autour du tourisme ont retardé le tourisme. C'est pourquoi il est tout à fait indispensable et normal de connaître la bonne graine de livret. À l'instant, Doudou Nyanya Diop, PCA de la SAPCO, a rappelé que Doudou Nyanya Diop a mis en place il y a 20 ans la dite structure ONITIS afin de donner aux étudiants la possibilité d'effectuer des stages pour pouvoir s'imprégner de l'environnement touristique et hôtelier. Pour qu'il y ait un tourisme profitable, comme j'ai l'habitude de dire à notre cher département, il faudrait qu'il soit intégré. À l'heure où je vous parle, parce que nous, notre organisation, prône pour le tourisme durable, pour le tourisme intégré. Et surtout qu'il soit bénéfique aux populations. Nous, en tant qu'ONITS, nous ouvrons un tourisme bénéfique à tous, un tourisme profitable aux populations locales. Parce que les populations locales doivent y voir leur compte. Je l'ai dit tantôt dans une émission, pas plus tard que samedi passé, vous voyez, nous ne pouvons pas comprendre un secteur aussi important que le tourisme, que la plupart des populations locales n'y voient pas leur compte. Parce que tout est réglé depuis l'étranger. Vous voyez un hôtel qui accueille les touristes, qui a ses propres voitures, taxis, qui fait tout depuis l'étranger, qui a des boutiques qui sont implantées à l'intérieur de l'hôtel. Et tout se règle dans l'hôtel. Mais si on le fait, les Sénégalais n'y verront pas le compte parce que les boutiques là, nous avons des artisans qui ont des boutiques, nous avons des commerçants qui doivent y voir le compte, le vendeur de cacahuètes, le vendeur de bananes, le vendeur de fruits. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on doit corriger. Il faut qu'on ait des personnes ressources, des professionnels du tourisme capables de relever le défi. Comme disent les Anglais, the right man on the right place. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se faisait depuis 1960. Des gens qui occupent ces postes-là ne font pas la promotion de la jeunesse. Ils sont là, les problèmes sont là. Ils veulent toujours continuer à nous imposer l'ancienne méthode. C'est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se faisait depuis 1960. Des gens qui occupent ces postes-là ne font pas la promotion de la jeunesse. Ils sont là, les problèmes sont là. Ils veulent toujours continuer à nous imposer l'ancienne méthode. Comme nous avons un nouveau régime qui a une vision sur le tourisme, donc il est grand temps qu'il y ait une rupture. Le président de l'Organisation nationale pour l'intégration
du tourisme sénégalais, Mamadou Ndiaye revient sur le but et l'objectif de l'ONUTIS et un partenariat avec les étudiants pour les aider dans l'insertion. L'insertion des jeunes à travers le PITS. Donc pour avancer, nous avons créé ce pôle d'intégration du tourisme sénégalais justement pour répondre aux questions posées par ces étudiants, c'est-à-dire l'insertion, une application après le Master 2 par exemple, parce qu'il n'en faut pas à l'université, et puis essayer de les insérer dans le stage. Donc M. Diouf, moi je suis tout à fait d'accord parce que M. Tandeng a parlé de partenariat avec le milieu professionnel. Bon, il faut savoir que les entreprises, surtout hôtelières et touristiques, ce sont des valeurs ajoutées très élevées. Ils ne pensent, ou bien ils travaillent, ils objectent un peu pour comment tirer le profit au maximum. Donc est-ce qu'ils ont le temps de faire un partenariat depuis un demi-siècle, comme il a dit? Bon, c'est pas tellement fameux, hein. Nous, on l'avait essayé avec Sapco Solidaire, avec Babou, là, il y a quelques années, du temps de M. Saro Nyuga, et on plaçait des étudiants dans nos hôtels, hein. Bon, maintenant, c'est ces formats-là peut-être qu'il faut faire revenir, et le PITS, justement, va jouer ce rôle. Il va faire un partenariat avec les étudiants pour les aider dans l'insertion même, ça sera le but, des jeunes dans la vie active de notre secteur. Les illégalités. Bon, moi, j'ai pas dit inégalité, hein. Moi, j'ai dit illégalité. Parce que 20 ans, j'ai formulé des réclamations en disant mais comment ça se fait qu'on laisse proliférer des maisons closes, moi je les appelle, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de NINEA, tout le monde doit avoir un NINEA. Et puis aller faire un benchmarking sur le Maroc, par exemple, comment ils font pour justement régler ce problème et comment ils font aussi pour récupérer la taxe de la valeur ajoutée qui a été créée à l'extérieur, en dehors de notre économie. Le Maroc y réussit. Quand on ne déclare pas des salariés, quand on va les chercher avec des expériences au top, sans diplôme, et qu'on laisse les diplômés et tout ça dans la rue. À l'instant, le président de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, Mamadou Ndiaye, Khadijatou Tandeng, elle est étudiante en tourisme à l'université Bader Thiam, a fait un plaidoyer à l'endroit des étudiants spécialisés à pouvoir s'intégrer dans le milieu professionnel. Et nous sommes vraiment honorés par l'invitation faite par M. Ndiaye ici présent, qui nous a invités pour qu'on puisse faire part à cette activité, qui est vraiment une belle initiative. Parce que, comme vous l'avez dit, il est important qu'on mette dans le bain les étudiants, ceux qui ont été formés spécifiquement en tourisme. Et c'est seulement ça qui pourra aider à pouvoir faire avancer le tourisme dans ce pays-là. Parce que comme nous le savons, généralement, ceux qui travaillent dans les hôtels et autres de nos jours, si on regarde bien, il y a d'autres qui n'ont pas la formation ou qui n'ont pas été formés spécifiquement en tourisme. Donc c'est ce qui fait que peut-être ils n'auront pas cet amour-là et ils risquent de ne pas pouvoir savoir exactement comment pouvoir gérer le tourisme pour que ça puisse nous apporter un plus dans l'économie touristique sénégalaise. Donc c'est ce qui fait qu'il faut qu'on puisse soutenir les étudiants, ceux qui sont spécialisés dans le tourisme, les aider à pouvoir s'intégrer dans le milieu professionnel. Et ça, nous allons vu aussi qu'il y a une difficulté assez marquante pour que les étudiants puissent intégrer le milieu professionnel. Parce que déjà, quand nous faisons notre cursus scolaire, pour qu'on puisse avoir des stages, c'est vraiment compliqué. Et voilà, il y a la difficulté. On sent qu'il y a ce manque de coordination entre les hôtels et les universités. La plateforme citoyen actif pour la justice sociale a organisé un atelier pour renforcer les connaissances des journalistes sur les enjeux liés à la contrainte budgétaire. Demba Seydi, il est le directeur des programmes de Cajuste. Il faudrait rappeler d'abord que le Sénégal est un pays qui a des ressources très limitées. Je veux dire les ressources budgétaires parce qu'elles proviennent fondamentalement de 2 ou 3 sources. Des sources fiscales qui sont aussi assez maigres. Ensuite, le reste, ça vient peut-être des emprunts que l'État du Sénégal peut opérer de temps en temps, à chaque fois que de besoin. Et enfin, cela peut venir des dons ou libéralités de d'autres pays amis ou individus qui peuvent bien sûr, pour un sujet donné ou pour une question donnée, offrir certaines générosités à l'endroit du Sénégal. Donc ceci dit, si vous avez un pays à ressources très limitées, naturellement, votre travail, votre exercice devra se jouer sur comment redistribuer ce budget-là de sorte qu'il puisse répondre à vos aspirations. Donc de ce fait, il est important que chaque franc du budget dépensé puisse répondre à des préoccupations bien définies et qui répondent aussi bien sûr aux préoccupations
préoccupation des populations. Donc c'est ce qui fait que naturellement le président et l'ensemble du gouvernement devraient beaucoup prêter attention à la question budgétaire. Donc fondamentalement, s'il y a beaucoup de liberté de manipulation de ce budget et des fonds disponibles dans le trésor public, naturellement il y a souvent déviation ou détournement d'objectifs. Donc c'est en cela qu'il faudrait comprendre aujourd'hui. À l'instant, Demba Seydi qui a présenté les enjeux de la transparence budgétaire. Il est spécialiste en gouvernance des ressources naturelles. Oui, naturellement, il faut beaucoup plus de rigueur dans la gestion des affaires. Et cela commence bien sûr par d'abord ce qu'on appelle l'efficience et l'efficacité budgétaire. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que l'on doit dépenser, cette dépense devrait amener à des résultats bien précis pour des problèmes bien précis. Donc, si on parvient à faire cela, c'est important. Deuxième chose, c'est de dépenser moins pour avoir des résultats beaucoup plus nets. Et ce qui se passe en réalité, c'est que dans plusieurs cas, on avait souvent des dépassements budgétaires ou bien on investissait tout le budget, on n'atteignait jamais les résultats escomptés pour un secteur donné. Donc c'est pour cela qu'il faudrait beaucoup plus de rigueur, mais aussi beaucoup plus de transparence et de redevabilité dans la gestion de ce budget-là. Quelque part, est-ce que cela n'atteste pas que nos comptes sont au rouge, comme l'avait dit le Premier ministre? Pas forcément qu'ils soient rouges ou verts, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait bien comprendre. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quel que soit le niveau des comptes, nous sommes encore un pays qui a des ressources très limitées. Donc naturellement, même s'ils étaient pleins aujourd'hui, cela ne pourrait pas répondre à l'ensemble des urgences que nous avons. Et dans tous les secteurs pratiquement, sur tous les services et biens sociaux que l'État fournit aux citoyens, il faudrait naturellement resserrer la ceinture pour pouvoir bien sûr atteindre les objectifs. Autrement, on risquera d'aller dans la gabegie avec un train de vie dispendieux de l'État et naturellement, cela a été contesté durant plusieurs années dans ce pays-là. Donc naturellement, il faudrait resserrer la ceinture budgétaire. Actualité internationale. Il est 12h passées à Kaolack, 5h de moins à Manhattan City. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré ce dimanche à Kigali le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, au moment où l'avancée rapide du groupe M23 et de troupes rwandaises dans l'est de la RDC fait craindre un embrasement régional. Muhoozi, qui est aussi le fils du président ougandais Yoweri Museveni, avait déclaré hier qu'il allait signer à Kigali un pacte de défense contre l'Ouganda et le Rwanda. Quiconque attaque l'un de nos pays aura déclaré la guerre aux deux pays, avait ajouté celui qui est considéré comme le successeur probable de son père âgé de 80 ans. Un responsable de l'armée ougandaise et une source gouvernementale rwandaise ont confirmé la rencontre sous couvert d'anonymat. Aucun détail sur le contenu de celle-ci n'a été donné. Actualité internationale. L'armée congolaise, les FARDC, qualifie de montage grossier destiné à la discréditer avec la remise hier au Rwanda de combattants présumés du FDLR, rébellion hostile à Kigali par le groupe armé congolais M23 qui combat Kinshasa dans l'est de la RDC. Hier, au poste frontière entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda, le M23 a remis devant les caméras à l'armée rwandaise 20 personnes présentées comme des combattants des FDLR. Cette action est un montage de mauvais goût, orchestré dans le seul but de discréditer notre armée, estime l'état-major général des FARDC. Et ceci rentre également dans la stratégie rwandaise. Actualité internationale. Au moins 6 civils ont été tués ce dimanche dans un bombardement à l'artillerie contre un marché bondé près d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord dans l'ouest du Soudan, ont indiqué des secouristes bénévoles. L'attaque, survenue près du camp de déplacés à Bouchouk, a été imputée aux paramilitaires des FSR par le réseau local des cellules d'intervention d'urgence formé de bénévoles coordonnant l'aide dans le pays en guerre. Elle a frappé un marché bondé où les civils faisaient leurs courses pour le Ramadan, le mois de jeûne musulman, a-t-il ajouté, faisant état de 6 civils tués et d'un nombre encore indéterminé de blessés. Actualité internationale. Une quinzaine d'alliés de l'Ukraine se sont réunis ce dimanche à Londres, en Grande-Bretagne, pour discuter de garanties de sécurité face aux incertitudes géopolitiques. Ils ont mis l'accent sur le renforcement de la défense européenne, la hausse des dépenses de défense et la nécessité d'une sécurité globale pour l'Ukraine. Les alliés européens de Kiev ont resserré leurs rangs pour la soutenir en s'engageant à faire plus pour la sécurité en Europe.
et davantage s'armer tout en insistant sur la nécessité de conserver un fort soutien des États-Unis. L'Europe doit faire le gros du travail, mais pour défendre la paix sur notre continent et pour réussir cet effort doit être soutenu fortement par les États-Unis, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Actualité internationale. La France et la Grande-Bretagne proposent une trêve d'1 mois en Ukraine dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, a affirmé le président français Emmanuel Macron dans des déclarations à la presse. Plus tôt dans la journée, avant le sommet, le Premier ministre britannique qui avait annoncé que Paris et Londres travaillaient à un plan pour faire cesser les combats. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la 16e journée de la Ligue 1 au Sénégal. Diamono de Fatick a été battu par la Linguère de Saint-Louis 2-1. Walidane s'incline devant Agel de Rufisque 0-1. AS Pikine bat Dakar Sacré-Cœur 1-0. Oslo FA et US Gorée ont fait match nul 1 partout. Wakam écrase Guédiawaye Football Club 3-1. HLM s'incline devant Teungueth FC 0-2. Sonacos bat Casa Sport 1-0. Génération Foot et Giraffe de Dakar ont fait match nul le blanc 0 partout. Pour la Ligue 2, Amitié FC bat NGB Niary Italie 1-0. Étoile Lusitana s'incline devant Duc 0-1. Djambar et Thiès FC ont fait match nul 1 partout. Senepsek Selon se perd devant Stadmour 0-2. RS Yoff et Cambérène 1 partout. Kaffrine AS Bambey 0 partout. Ndiambour de Louga a été battu par l'AS Saloum 0-1. Douane s'incline devant SMA 1-2. National 1 amateur 14e journée ce soir. AF Darussalam reçoit Jeanne d'Arc. Dekono de Louga reçoit Mbour Petite Côte. Cayor Foot reçoit Rail demain. Asfa reçoit Keur Madior à 16h40. Parlons handball avec la composition des poules pour la saison 2024-2025. Dans la poule A, on retrouve le Duc, Diourbel, Rail, Tamba, Gorée, Djaraf. Poule B, Asfa, Jeanne d'Arc, Isaac, Saltigué, UGB, Kaffrine. Chez les filles, Disso, Duc, Djadjissar, UGAD. Poule B, Golf, Diamono, UGB, Toubacouta, Kaffrine. Basketball à présent. National 1 chez les dames. Thiès a été battu par Duc 52-67. Douane bat Asfa 69-48. Saint-Louis Basket Club bat Bop 61-58. Jeanne d'Arc bat Assuc 78-38 chez les hommes. Football en Europe. 26e journée Liga espagnole. Barcelone écrase Real Sociedad 4-0. Leganés bat Getafe 1-0. 5e tour Ligue Cup en Angleterre. Newcastle s'incline devant Brighton 1-2. Man United Fulham 1 partout. 27e journée Calcio italien. Monza s'incline devant Torino 0-2. Bologne bat Cagliari 2-1. 24e journée Ligue 1 en France. Lyon bat Brest 2-1. Auxerre s'incline devant Strasbourg 0-1. Retour à Kaolack. Place maintenant. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM. Donc je disais que le ramadan, de manière absolue, ne contre-indique pas au sport. Donc tous ceux qui gênent et qui pratiquaient le sport avant peuvent continuer à le pratiquer. Maintenant, ça va demander juste une adaptation, c'est-à-dire les horaires déjà. Parce que quand on fait du sport, on transpire. Et ce qui est mieux, c'est en même temps de prendre des liquides, de l'eau ou en tout cas de la boisson pour éviter une déshydratation. De ce fait, si on fait le sport le jour et qu'on est en ramadan, on ne pourra pas prendre de l'eau. Donc obligatoirement on sera obligé d'attendre la rupture pour pouvoir faire le sport et compenser ses pertes. Maintenant, pour ceux qui font du sport de haut niveau, naturellement vu que peut-être le temps de faire le sport va être réduit, forcément ils seront obligés peut-être de réduire les efforts qu'ils avaient l'habitude de fournir avec le ramadan, mais ça ne contre-indique pas vraiment à faire du sport. Maintenant, pour ceux qui font du sport de maintien, comme j'ai dit tantôt, la marche, le vélo, ils peuvent continuer à le faire comme d'habitude, peut-être juste adapter l'horaire également, prendre la rupture pour s'adonner à leur pratique. La revue de presse.
La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec le quotidien. Le journal qui soupèse les performances du Sénégal met en évidence une nouvelle dégradation de sa note souveraine. Le Sénégal en dessous des standards S&P abaisse le pays à B négative. Titre à ce propos le journal. À fond dans le mur renchéri Walf Quotidien qui parle d'une double dégradation de la note du Sénégal s'y ajoute la hausse des prix de certaines denrées comme l'huile, tout en relevant que près de 600 agents sont menacés de licenciement à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, où les Échos évoquent également ce matin le plan de sauvetage de Cheikh Bamba Dièye face au personnel pléthorique qui de 275 entre 2022 et 2024 est passé à 938 agents. Nous devons prendre le taureau par les cornes et réajuster, dit à la une du journal le DG de l'AIBD. Fuite de gaz sur le champ GTA à sa une ce matin. L'AS relève, je cite, le mutisme explosif du gouvernement. Entre Dakar et Rabat, l'indépendant qui s'intéresse à la coopération judiciaire, assistance et accord d'extradition, de titrer, je cite, les Faisal en danger, expliquant, source A, de mentionner que les membres de l'intercommission, après que le ministre Moustapha Sarré a taxé l'ancien président Macky Sall de chef de gang et l'a menacé d'emprisonnement, sont convoqués en réunion aujourd'hui lundi 3 mars 2025 selon un communiqué de l'institution publié nuitamment hier dans les pages Facebook de plusieurs responsables du pouvoir, précise le journal. Les Sénégalais attendent des vivres dans leurs assiettes et pas des torrents de haine. Le président Macky Sall n'a peur de rien. Les Sénégalais sont lassés de ce brouhaha judiciaire permanent, déclare à la une de Vox Populi Abdoumbo au régime Pastef. Ceci après la sortie du porte-parole du gouvernement. C'est le signe évident d'une misère intellectuelle et morale. Pour avoir traité Macky Sall de chef de gang, le porte-parole du gouvernement taillé en pièces, relate les Échos. Les villas des ministres vendus à Tahirou Sarr. Direct News qui donne l'information revient sur un scandale qui n'a pas encore signé son épilogue. En fin de mandat, depuis le 27 février 2025, Embalo chasse la mission de bons offices de la CEDEAO qui était sur le point de présenter un rapport consensuel. 9 mois avant, Embalo prônait l'option militaire contre le Niger. La CEDEAO promet de livrer sa feuille de route consensuelle, renseigne Point Actu. Et puis au Sénégal, le quotidien Yoor, à l'instar de plusieurs journaux, met le focus ce matin sur les propos de El Hadj Malick Ndiaye. Diomaye Moïse Sonko, la révolution sacrée qui a bouleversé le destin du Sénégal et de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Vulgarisation de la nouvelle loi pharmaceutique. L'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique sensibilise les acteurs à travers d'une session de formation organisée à Kaolack. Le directeur des affaires juridiques de l'ARP que vous avez entendu. L'association pour le soutien aux enfants défavorisés ont fait un don de vivres de produits d'entretien aux enfants de la pépinière Lamine Coulibaly de Bongré. Vous avez suivi le compte rendu d'Aline Badara Diop. Kabangoy, les populations s'insurgent contre l'attitude et les conduites inappropriées de certains agents de la police dont les heures nocturnes non tardives au profit de leur espace public. En seconde partie, vous avez suivi la page internationale, l'actualité sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.